eux, les étudiants se transforment de facto en mini-ambassadeurs des États-Unis. Ils ont vécu sous influence américaine, ils ont apprécié l'ambiance, ils sont convaincus que les pays a des qualités, et donc cela permet d'avoir une stratégie d'influence extrêmement forte, également par les médias, même si aujourd'hui CNN n'a plus le monopole de l'information internationale. Donc le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Les autres grandes puissances sont loin derrière. L'Europe a un PNB supérieur aux États-Unis, mais il lui manque l'unité. On le voit encore cette semaine par rapport à la nécessité de sauver l'euro, où entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, il y a une absence de volonté commune pour rassurer les marchés. Chacun met en avant que c'est une urgence, que c'est déterminant pour l'avenir de la monnaie, mais il n'y a pas de réponse commune. Ce n'était pas le cas auparavant entre Français et Allemands. Et puis surtout, l'Europe n'a pas les dents stratégiques. L'Europe n'a pas une crédibilité militaire extrêmement forte, et donc elle n'a pas une politique, elle l'appelle de ses voeux, mais elle ne l'a pas encore, elle n'a pas une politique européenne de sécurité commune, et par exemple, encore récemment, lorsque la question de l'admission de la Palestine à l'ONU a été évoquée, il y avait 3 positions européennes, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et ceux qui n'avaient pas d'avis. Donc on voit bien qu'il manque à l'Europe cela. Le Japon récupère. On disait il y a 20 ans du Japon ce qu'on dit sur la Chine aujourd'hui. Que disait-on du Japon il y a 20 ans? Que c'était une machine à exporter qui mettait son propre marché à l'abri par un protectionnisme à la fois tarifaire et de normatif qui le mettait à l'abri des exportations, et que son marché étant protégé, le Japon allait conquérir le monde, au point que l'on disait que en 90, que le Japon n'aurait plus été attaqué par Pearl-Harbor, qu'il l'aurait acheté et que ça aurait été plus facile et plus rentable. Et puis la bulle spéculative, et le Japon est passé de 3% du PNB mondial en 1950 à 16% en 1980. En 1950, le Japon, c'est le tiers du PNB britannique. 30 ans plus tard, c'est l'équivalent du PNB britannique, français et allemand réunis. Donc il est passé du tiers d'un PNB d'un pays européen majeur à l'équivalent des 3 plus grandes économies européennes. Et puis, dans la fin des années 80, la bulle spéculative éclate. La question qui se pose sur la Chine, c'est de savoir s'il y a une bulle spéculative qui va éclater en Chine. Le Japon rentre dans ce qu'on appelle une décennie perdue, et donc il stagne économiquement depuis. Mais il a encore de belles réserves. Mais le problème du Japon n'est pas tellement économique que psychologique et stratégique. C'est que la fin de la guerre froide en Europe a amené la fin de la menace territoriale. On ne craint plus de voir des chars soviétiques sur la place de la Concorde. Par contre, le Japon craint toujours une attaque coréenne, russe. Il n'y a toujours pas de paix entre la Russie et le Japon, et surtout chinoise. Surtout chinoise, puisque l'histoire a laissé des traces brûlantes entre le Japon et ses voisins, que contrairement à l'Allemagne, le Japon ne s'est pas excusé, n'a pas expié pour ses crimes de guerre, parce que le Japon pense qu'il a été lui-même victime, vu qu'il a reçu 2 bombes nucléaires Hiroshima et Nagasaki, c'est lui la victime de la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas coupable. Les deux sont vrais, c'est qu'ils ont été victimes d'un bombardement nucléaire, mais qu'auparavant, ils se sont quand même livrés à quelques exactions. Le sac de Nankin, qui est appelé encore au Japon l'incident de Nankin, qui a quand même fait entre 100 et 300 000 morts dans la population civile chinoise. Eh bien, lorsqu'on l'appelle un incident, cela ne passe pas tout à fait. Et comme le Japon ne s'est pas réconcilié avec ses voisins, il vit toujours dans une menace territoriale, et comme il vit toujours dans une menace territoriale, il a besoin d'une protection américaine. Et donc le Japon, structurellement, dépend pour sa sécurité des États-Unis. Il ne peut pas avoir l'arme nucléaire pour des raisons évidentes. Et donc il est amené structurellement à dépendre pour sa sécurité des États-Unis. Et quand vous dépendez pour votre sécurité d'un pays extérieur, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes indépendant, formellement. Mais s'il y a un grave clash, eh bien les Américains disent aux Japonais, vous êtes bien gentils, mais qui vous protège? Donc si par votre action commerciale ou votre action économique vous mettez en jeu notre sécurité, nous ne serons plus en mesure d'assurer la vôtre. Et c'est bien sûr un argument qui porte. La Russie, on a beaucoup parlé de Poutine, et Poutine a mauvaise presse en France, parce que les échos qui ont été faits quand il s'est redéclaré candidat étaient que, voilà, de nouveau le tsar ou le secrétaire général du PCUS ou le KGBiste allait prendre le pouvoir. Poutine était KGBiste, mais le KGB en URSS c'était comme l'ENA. Alors,
je sais que les deux ne sont pas toujours très populaires, mais je veux dire par là que le KGB était l'école de formation. C'est là où il y avait les meilleurs. Donc c'est un peu pour cela qu'il a été sélectionné. Ce qu'on oublie toujours quand on parle de la Russie, c'est de savoir pourquoi Poutine est populaire. On a toujours, en France, mais un peu partout, tendance à penser que les autres doivent réfléchir comme nous. Le problème des relations internationales, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne pensent pas la même chose. Et dans un des atlas qu'on a fait avec Hubert Véring, justement, on a mis exprès le monde vu par pourquoi les Anglais, les Coréens, les Sud-Africains ne pensent pas comme nous. C'est pas parce qu'ils sont plus idiots ou plus méchants, c'est qu'ils n'ont pas la même histoire et le même point de vue. Et quand on est russe, qu'est-ce que l'on voit? C'est que oui, il n'y a pas beaucoup de liberté publique en Russie sous Poutine ou sous Medvedev. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu auparavant. On n'a rien perdu. Donc le citoyen russe n'est pas très bien traité. Par contre, le consommateur russe, lui, est très bien traité. Parce que le PNB de la Russie, sous Yeltsin, avait chuté de moitié. Yeltsin était très populaire en Europe parce qu'il avait mis fin au communisme, mais il a fini extrêmement impopulaire en Russie parce que si on vous réduisait votre revenu de moitié en 10 ans, vous n'auriez pas une très forte sympathie pour votre dirigeant national. Et donc, Poutine a refait redémarrer l'économie russe qui a de nouveau doublé. Il y a une classe moyenne. Il y a 15 ans, il y avait en Russie des marchands de Ferrari et des mendiants dans les rues. Aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui consomme et qui va à Carrefour, à Auchan, et donc il y a une consommation de classe moyenne qui est plus positive pour le développement du pays. Et puis le patriote russe aussi. Le russe est très patriote et très content parce que la Russie a été un pays qui a été constamment humilié dans les années 90, élargissement de l'OTAN, guerre du Kosovo, expulsion du Proche-Orient, etc. Eh bien, de nouveau, la Russie, à défaut d'être aimée, elle est crainte. Et donc on tient compte de la vie de la Russie et je peux vous dire que le patriotisme russe, il est vibrionnaire, de par les humiliations nationales passées, notamment. Et donc finalement, comme le citoyen n'est pas très libre, mais qu'il ne l'a jamais été, ce n'est pas un grand changement, mais que le patriote et le consommateur russe trouvent des avantages à la situation, Poutine est populaire. Et donc Poutine a restauré l'autorité. Pendant des années, on a craint le trop-plein de la puissance soviétique. Après, dans les années 90, on a craint la faiblesse de l'État russe. Est-ce qu'il contrôle les armes nucléaires? Est-ce que la mafia ne va pas prendre le pouvoir à Moscou? Poutine a balayé tout cela en imposant son autorité par rapport aux oligarques, en imposant son autorité par rapport aux mafias et en restaurant l'honneur de la Russie par rapport aux États-Unis, par rapport aux autres pays. Mais tous ces pays, malgré tout, la Russie ne sera jamais plus l'Union soviétique en termes de puissance. Elle ne pourra pas parler d'égal à égal. Et le Brésil, l'Inde, qui sont les puissances émergentes, arrivent, mais ils sont loin derrière, ne peuvent pas parler d'égal à égal avec les États-Unis. Donc le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine. Pour autant, le monde n'est pas unipolaire, tout simplement parce qu'il est globalisé. Et que je vais prendre quelques exemples qui vont vous montrer que non, le monde n'est pas unipolaire et que malgré leur statut de puissance, malgré le fait que nul ne peut se mesurer à eux, les États-Unis ne peuvent pas fixer seuls l'agenda international et les règles de conduite d'un monde globalisé. Si le monde était unipolaire, Israël arrêterait tout de suite la colonisation des territoires palestiniens parce que c'est une demande récurrente et forte d'Obama. Netanyahou ne l'écoute pas et il ne s'en porte pas plus mal. Si le monde était unipolaire, de l'autre côté du spectre, Ahmadinejad aurait arrêté l'enrichissement de l'uranium iranien parce que là aussi c'est une demande ancienne des États-Unis, forte. Je constate que l'Iran continue son programme d'enrichissement et que malgré les désagréments et les protestations américaines. Si le monde était unipolaire, eh bien la Chine aurait réévalué le cours du renminbi, sa monnaie nationale, parce que là aussi, c'est une demande ancienne américaine. Et si le monde était, ils ne le font pas, et ils n'ont pas envie de le faire, et si un jour ils le font, ça sera parce qu'ils l'auront décidé, mais en aucun cas pour obéir aux Américains. Et si le monde était unipolaire, on ne parlerait plus des talibans. Ils auraient disparu de la surface de la planète et du paysage politique afghan depuis longtemps. Et on voit que 10 ans et 10 ans et 2 semaines après le déclenchement de la guerre d'Afghanistan,
non seulement on parle toujours des talibans, mais la perspective la plus claire, c'est qu'ils vont reprendre le pouvoir dès que les soldats occidentaux auront quitté l'Afghanistan, et que donc cela met fortement en question le caractère unipolaire du monde. Donc il peut y avoir un pays plus puissant que les autres, mais il ne peut pas tout faire. Pourquoi? Parce que le monde est globalisé, et dans ce monde globalisé, les acteurs sont très nombreux et très divers. Très nombreux, il y avait 50 États lorsque l'ONU a été créée en 1945, il y en a 193 aujourd'hui, et d'autres frappent à la porte. Et puis surtout, c'est que l'époque où seuls les États comptaient, le maître français des relations internationales, Raymond Aron, écrivait dans son ouvrage phare « Paix et guerre entre les nations », publié pour la première édition en 1962, que les relations internationales sont avant tout des relations interétatiques qui donc mettent en jeu les États les uns contre les autres. Aujourd'hui, Ben Laden n'était pas à la tête d'un État, il comptait. Sepp Blatter ou Jacques Rogge ne sont pas à la tête d'un État, ils comptent. Le patron inconnu du cartel de Medellín n'est pas à la tête d'un État, mais son je compte. Bill Gates n'est pas à la tête d'un État, mais il peut avoir une action, ne serait-ce que par sa fondation dans la lutte contre le sida, qui compte. Et donc on voit que entre les ONG, les firmes multinationales, les organisations internationales, eh bien, il y a un tas d'autres acteurs, et que les États restent importants, mais qu'ils ont perdu le monopole de la puissance, et que les États-Unis ont perdu le monopole de la puissance également. Et dans ce monde en recomposition, et pour tenir mon temps de parole et ouvrir le jeu des questions-réponses, il y a deux tendances structurelles longues, lourdes, qui viennent modifier chaque jour le paysage mondial, mais pour lesquelles, pour aucune d'entre elles, on puisse dire, c'est le 21 octobre 2011 que le monde a changé. Ce sont deux tendances qui, un peu à l'image de la taupe, fait son chemin, mais n'apparaît pas tout de suite, ou d'un fleuve qui fait sa source. Ces deux tendances sont, pour la première, le fait que l'opinion est devenue un facteur incontournable des relations internationales. Lorsque Richelieu dirigeait la politique française, il ne rendait compte à personne de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, on ne verrait plus un président ou un ministre ne pas venir s'expliquer devant l'opinion. Alors, il n'y avait pas de jour de 20 heures au temps de Richelieu, mais s'il y en avait eu, il les aurait ignorés. Aujourd'hui, chaque chef d'État doit venir expliquer non seulement à sa population, mais aux populations des autres pays pourquoi il fait cela. Et un chef d'État qui mènerait une politique qui serait rejetée par son peuple ou qui serait impopulaire dans le monde ne pourrait pas tenir longtemps. George Bush était à la tête des États-Unis. L'impopularité de sa politique a fait que les Américains ont dit ce n'est plus possible de continuer avec lui, nous sommes trop impopulaires dans le monde, ce n'est pas soutenable sur le long terme. Donc l'opinion est devenue un facteur décisif, c'est ce qui explique le printemps arabe. C'est la fameuse formule de Brzezinski, à l'âge de la globalisation, l'ensemble de l'humanité est politiquement active. À part peut-être en Corée du Nord, il n'y a plus de pays totalitaires. Tous les pays ne sont pas des démocraties. Mais en Chine, je suis toujours amusé quand je vois des gens qui défendaient Mao Tse-tung lorsqu'il affamait sa population, qu'il avait créé un goulag chinois et que 600 millions de Chinois ne pouvaient que brandir le petit livre rouge, les mêmes qui aujourd'hui crient la dictature en Chine, alors qu'il y a 400 millions d'internautes en Chine. Et que dans un pays où il y a 400 millions d'internautes, bien, le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut. Je ne dis pas que la Chine est une démocratie, mais il y a un jeu du chat et de la souris entre les autorités chinoises et la population qui fait qu'il y a une opinion publique chinoise. Elle ne s'exprime pas par des votes qui permettent de renverser le Parti communiste, mais si le Parti communiste veut éviter d'avoir des problèmes, il doit tenir compte de ce sentiment populaire. J'ajouterais même, peut-être de façon encore plus surprenante, c'est qu'il y a une opinion populaire en Arabie Saoudite. Si le roi d'Arabie Saoudite poursuit une politique qui est trop impopulaire, il ne sera pas renversé par une motion majoritaire à l'Assemblée, mais il va renforcer Al-Qaïda, ce qui est peut-être plus dangereux. Donc l'opinion joue de façon positive ou négative, mais elle joue partout dans le monde, et ce qu'on appelait le printemps arabe par commodité est une illustration de cela. Peut-être quelques mots, on pourra y revenir dans le jeu des questions, mais il serait difficile de ne pas en parler. Comment qualifier? Moi j'aime bien l'expression de printemps arabe, même si elle peut paraître anachronique, puisque les événements ont lieu en décembre. Et que donc ce n'est pas tout à fait cela, mais à une centaine de kilomètres d'ici,
Léo Ferré avait une maison, et Léo Ferré avait un de ses poèmes qui était « J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver ». Et donc c'est un printemps qui est né en hiver, et le printemps parce que tous les pays arabes ont bourgeonné. Dans tous les pays arabes, il y a eu un bourgeonnement politique. Mais ensuite, contrairement à ce que disaient certains, il n'y a pas un effet domino. Tous les régimes ne vont pas tomber. Ceux qui ont parlé d'effet domino faisaient une assimilation avec ce qui s'est passé en Europe de l'Est en 89, où tous les régimes sont tombés. Mais si tous les régimes sont tombés en Europe de l'Est, c'est parce qu'ils avaient un ciment unique, la peur d'une intervention militaire soviétique. Dans le monde arabe, il y a un sentiment unique de retard démocratique, mais des différences nationales fortes. Et quand on regarde la situation, on voit qu'il y a une véritable révolution en Tunisie. Le peuple a renversé un dictateur. En Égypte, c'est une révolution et pour moitié et un coup d'État militaire pour l'autre moitié. Et le pouvoir se répartit entre ce qu'on appelle la place Tahrir et l'armée. Le bras de fer est engagé pour savoir qui aura le morceau. L'armée n'aura pas tout ce qu'elle voudra. Elle ne pourra pas conserver toute l'armée. S'est débarrassée de Moubarak pour conserver le pouvoir. Elle ne gardera pas tous ses pouvoirs, mais la place Tahrir n'aura pas tous les pouvoirs qu'elle veut non plus. Il y aura un compromis entre les deux. En Libye, c'est tout à fait différent. C'est pas une révolution, c'est une guerre civile dans laquelle nous avons été co-belligérants. Et le pouvoir a été renversé par une guerre civile à laquelle l'OTAN a été mêlée. En Syrie, à l'inverse, c'est une répression. Les opposants demandent d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'intervention militaire parce que, entre parenthèses, nous avons protégé la population libyenne, mais le CNT estime à 100 à 150 000 morts le nombre de victimes de la guerre. Donc c'est une protection quand même un peu coûteuse. Et du coup, les Syriens disent, nous, on ne veut pas de cela. On veut renverser nous-mêmes le régime, et pas que le régime soit renversé par une intervention militaire extérieure. Et puis, à Bahreïn, là, c'est une répression qui est soutenue par les pays occidentaux qui ont soutenu l'insurrection en Libye, puisque Bahreïn est un État qui est 70% composé de chiites, que le monde occidental se méfie des chiites, et que c'est dans le golfe arabo-persique, et si même Bahreïn lui-même n'a pas plus de pétrole, les États avoisinants en ont beaucoup, et donc on ne veut pas qu'il y ait trop de changements. Et puis en Algérie, il y a une demande démocratique, mais en même temps, la population se rappelle du traumatisme de la guerre civile de 91-92, et ces demandes démocratiques sont tempérées, voire tétanisées ou inhibées par le souvenir traumatique de cette guerre civile. Au Maroc, c'est encore autre chose. Le roi a anticipé, il a fait un peu comme le personnage bien connu du roman de Lampedusa, le guépard, dans ce film de Visconti, il faut changer pour que rien ne change. Le roi du Maroc a compris que par rapport à la force de l'opinion publique, s'il ne faisait pas des réformes, il serait emporté. Et que s'il faisait des réformes, il prendrait un temps d'avance sur la demande des réformes de l'opinion. Aujourd'hui, un régime ne peut plus tenir par la seule répression. Le régime syrien est condamné. Je ne dis pas qu'il va tomber demain. Peut-être que ça prendra des mois. Mais si Bachar el-Assad ne fait pas un grand retour en arrière en faisant des véritables réformes, parce que là il promet des réformes, mais en réalité il commet un massacre, eh bien il est condamné en termes de mois ou de peu d'années. Un régime qui ne se maintient que par la répression ne tient plus, et c'est pour cela que la Chine tient, mais pas par la répression. La Chine tient avant tout, si le Parti communiste chinois tient, autant que la répression, c'est par l'augmentation constante du niveau de vie de sa population qu'il tient. Parce que, pour les Chinois, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une façon de pouvoir soutenir le régime. Donc, première tendance lourde, c'est que l'opinion compte. Et qu'on ne peut plus se passer de l'opinion, on ne peut plus aller contre l'opinion sur le long terme. Et la deuxième tendance qui nous concerne encore plus, parce que là, c'est un défi direct qui nous est posé, c'est que j'ai parlé au début de mon intervention de la fin de la guerre froide qui mettait fin à une période historique de 50 ans. Mais il y a une période historique bien plus longue qui est en train de se terminer. C'est la domination du monde par le monde occidental. C'est le monopole de la puissance détenu par le monde occidental. Et ça a duré 5 siècles, pas 50 ans. Depuis 1492, les grandes découvertes, que nous appelons grandes découvertes, mais on n'a rien découvert, les gens existaient avant qu'on y aille, avant qu'on aille les massacrer par ailleurs. Donc depuis 1492 et les grandes découvertes qui sont avant tout des grandes conquêtes, eh bien, le monde est occidental. Vous prenez une carte du monde au début du XXe siècle, le monde est purement européen. Les États-Unis sont tournés vers l'Europe, l'Amérique latine également, et l'Afrique et l'Asie sont possédées par l'Europe. Quand ils ne le sont pas, le Japon n'est pas une puissance, l'Hermégie n'a pas développé ses effets, et la Chine est sous le régime des concessions. L'Indonésie, l'Indochine sont néerlandaises et françaises. Et en Afrique, il n'y a que 2 pays indépendants,
le petit Libéria créé par des anciens esclaves, et le grand royaume d'Éthiopie, qui de l'autre côté du continent. Cette période se termine, non pas que nous nous affaiblissons, mais c'est les autres qui émergent. On parle beaucoup, et j'imagine que vous connaissez, vous êtes confrontés régulièrement à cela, des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui est une fausse catégorie, qui a été inventée par Goldman Sachs après septembre 2001 pour redonner confiance au marché. Parce que entre la Russie et la Chine, qui sont des puissances anciennes, le Brésil et l'Inde, qui sont de vrais émergents, il n'y a rien de commun. Il y a des pays membres permanents du Conseil de sécurité, des pays nucléaires, d'autres qui ne le sont pas, qui aspirent à l'être, du moins au Conseil de sécurité, pas nucléaire ou plus maintenant. L'Inde l'est, par ailleurs, officieusement, mais elle l'est. Mais ils n'ont rien de commun. Mais du coup, comme on a parlé d'eux, ils se concertent. Et puis on va ajouter les BRICS, puisque le South Africa, l'Afrique du Sud, peut les rejoindre. Mais en réalité, il y a 60 pays émergents dans le monde. Ce n'est pas que ces 5-là. Le Mexique, l'Argentine, la Turquie, l'Indonésie, la Malaisie, le Ghana, etc., sont autant de pays émergents. Il n'y a plus de tiers-monde. Dans les années 70, il y avait un tiers-monde, donc Kadhafi voulait être l'un des leaders. Là, vous avez des pays, la Corée du Sud n'est plus un pays du tiers-monde, bien sûr. Il y a des pays émergents dont certains ont déjà émergé. On ne peut plus parler de pays émergents pour la Corée du Sud, pour Taïwan, pour Singapour ou pour la Chine, par exemple. Et puis il y a, c'est beaucoup plus dangereux, les États faillis. Haïti, le Zimbabwe, la Somalie, la République démocratique du Congo, notre compatriote qui a été enlevé et tué par des troupes qui sont dans des pays incontrôlés, dans lesquels il n'y a plus d'État, plus d'autorité, et donc qui sont autant de trappes à pauvreté et des trappes à instabilité stratégique. Parce que quand il n'y a plus d'État, il y a des pirates en Somalie. Quand il n'y a plus d'État, il y a des trafics de drogue en Guinée équatoriale, etc., etc. Et donc on est un peu coincé entre les deux. Et nous avons perdu le monopole de la puissance. Nous avons perdu le monopole de la puissance parce que dans un monde globalisé, eh bien, plus personne ne peut avoir le monopole, la puissance elle est répartie. La bonne nouvelle par contre, c'est que cela ne doit pas être vécu forcément comme une défaite. Le fait que nous ayons perdu le monopole de la puissance, dont il faut bien dire, nous n'avons pas toujours fait un usage très pacifique, honnêtement. Le fait que nous ayons perdu le monopole de la puissance ne va pas nous ruiner pour autant. Ce n'est pas parce que les autres s'enrichissent que nous allons nous appauvrir. Cela peut créer au contraire des opportunités. La Chine devient, quand des dizaines de millions de Chinois sont sortis de la misère, quand des millions de Brésiliens ne vont plus se coucher en ayant faim, c'est d'une part moralement satisfaisant, mais c'est économiquement une opportunité. Nous sommes concurrencés par les produits, mais ils sont demandeurs de nos produits. Et cela ne concerne pas que l'industrie du luxe. Cela concerne de multiples activités où nous avons des marchés de consommateurs nouveaux. Et c'est là où, dans cette globalisation, eh bien, l'attractivité du territoire est extrêmement importante. Et un territoire, du fait de la globalisation, son attractivité n'est pas déterminée à l'avance. Alors, il peut y avoir des sites plus magnifiques que d'autres, mais ce n'est pas pour les sites magnifiques que l'on investit dans un territoire où le territoire s'organise. C'est que les matières premières comme le pétrole, eh bien, on ne peut pas en changer la localisation. Mais dire qu'un territoire va s'organiser, devenir attractif pour les investisseurs ou pour les acteurs économiques, ça dépend des gens qui sont sur place. Et ce n'est pas déterminé à l'avance. Ça dépend de quoi? À chaque fois que ça a marché, c'est quand les responsables économiques, les responsables politiques et ce qu'on appelle la société civile, auquel ils font d'ailleurs partie, travaillaient ensemble et avaient un objectif commun pour un patriotisme territorial. Il ne faudrait pas croire que la mondialisation efface les frontières. La mondialisation, au contraire, vient renforcer les territoires. D'ailleurs, des murs s'élèvent de partout. D'ailleurs, des frontières s'élèvent, et il y en a de plus en plus, par ailleurs, puisqu'on augmente le nombre d'États, parallèlement, on augmente le nombre de frontières. Et donc, pour vous, qui êtes des acteurs économiques, eh bien, l'attractivité de notre territoire, elle n'est pas prédéterminée à l'avance. Elle sera ce que vous allez en faire, parce que les opportunités sont nombreuses, mais elles sont difficiles à saisir. Il faut s'organiser, retrousser les manches, travailler ensemble, parce que l'émiettement, la division est la meilleure garantie d'une défaite assurée. Mais à ce prix-là, eh bien, il y a d'énormes opportunités que j'imagine vous déjà mettre en œuvre, mais en tous les cas dont il faut que vous sachiez que même si nous traversons une période difficile, et effectivement, on peut penser que dans les 2 ans qui viennent, voire un peu plus, nous ne serons pas en période de vache grasse, évidemment. Mais c'est sur le long terme. Les difficultés d'aujourd'hui ne doivent pas mettre en cause les stratégies de long terme pour relever les manches
et développer une attractivité d'un territoire qui est vraiment dépendant de la qualité du travail et de la volonté du dynamisme de ceux qui y habitent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boniface. Vous avez demandé de nous éclairer, de nous donner un petit peu d'espoir. Je pense qu'effectivement, votre conclusion sera portant en territoire et porteur d'espoir pour nous et nous reconnaître comme acteurs et faisant être porteurs du devenir de notre territoire est réellement enthousiasmant. Merci de nous avoir éclairés sur l'environnement économique et politique et mondial. Maintenant, on va passer effectivement aux questions-réponses. Et je ne voudrais pas lancer la première réponse pour être différente de ce qui se fait d'habitude. Je préférerais qu'elle vienne la première de la salle. Et éventuellement, je poserai quelques questions après, si nécessaire. Des questions dans la salle, sûrement. Bonsoir, monsieur. Oui, vous avez parlé de la première puissance économique, à savoir les États-Unis. Et au cours de cet été, donc, on a vu un affrontement entre les républicains et les démocrates pour le relèvement du plafond de la dette. Donc on peut se poser la question en disant, mais un pays qui est au bord du gouffre, comment peut-il rester encore puissance économique dans les années qui viennent, puisqu'on peut se poser des questions même sur la monnaie si le pays devient insolvable. Alors oui, ce qui s'est passé est très grave et je pense que les Républicains et le Tea Party a été d'une grande inconséquence et que s'ils devaient gagner les élections présidentielles, cela ouvrirait une grande page inconnue pour les États-Unis s'ils allaient au bout de leur démarche. Alors pourquoi, malgré tout cela, les États-Unis survivent? Ils survivent pour plusieurs raisons. D'une part, quand vous avez le dollar comme monnaie internationale, vous pouvez, grossièrement parlant, faire marcher la planche à billets, et que le dollar comme monnaie internationale, c'est comme si on ne reportait pas les chèques que vous signez. Donc c'est plutôt confortable, ça donne un avantage comparatif, en tous les cas aux États-Unis. Par ailleurs, la société américaine est très dynamique. Et donc même si l'État est en déficit, même si les collectivités locales sont déficitaires, eh bien il y a un certain nombre d'entreprises, non seulement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais ailleurs qui sont très dynamiques, et la taille du PNB américain fait que, selon l'expression connue, quand les États-Unis attrapent froid, c'est l'Europe qui tousse. On peut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est le monde qui tousse. Regardez la crise de 2008, Lehman Brothers, et on dit c'est la fin des États-Unis, mais ce n'est pas une crise américaine. En quelques jours, plus quelques semaines, la crise devient mondiale. Donc, comme les États-Unis sont au centre, ils arrivent à exporter chez les autres leur propre malheur. D'ailleurs, c'est dès 1971, un secrétaire au Trésor américain avait dit « Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème, aux Européens. » Problème quand il est trop haut, problème quand il est trop bas, des variations qui donnent des migraines aux comptables, etc. Et donc, cet avantage fait que... Mais, ceci étant, toute puissance... Tout empire disparaît, ou si ce n'est qu'il disparaît, toute puissance est appelée à voir sa puissance diminuer. Oula, moi aussi d'ailleurs. Et la Grande-Bretagne était la première puissance mondiale, la livre sterling était la monnaie internationale, et puis, voilà. Et quand est-ce qu'une puissance perd sa prééminence? Selon Paul Kennedy, un historien anglais vivant aux États-Unis, il montre que la puissance a évolué d'abord les Pays-Bas, puis l'Espagne, puis la France, puis l'Angleterre et les États-Unis. À chaque fois qu'un pays a étendu trop loin ses lignes de communication, qu'il a voulu étendre trop loin son empire, ce qu'il fait, ce que lui appelle strategic overstretch, une surextension impériale, eh bien, il n'a plus le dynamisme pour nourrir ses obligations. C'est ce qui est un peu... Et les États-Unis, s'ils n'ont pas un comportement plus vertueux, vont accélérer leur déclin relatif par rapport aux autres. Donc, on ne disparaît pas, disons que les États-Unis n'auront pas une crise cardiaque, mais ils ont un mal qui les ronge et qui les affaiblit sur le long terme. Merci. Une autre question? Tout à l'heure, vous avez parlé de la mondialisation. Vous passez à un micro. Et un grand débat est arrivé depuis quelques semaines au niveau de la démondialisation. Est-ce un sujet réaliste? Qu'en pensez-vous?
Tout dépend ce qu'on met derrière les mots. Effacer la mondialisation, ça n'a pas de sens. C'est que vous ne versez pas la réalité. On ne reviendra pas à l'époque d'avant Internet, à l'époque avant l'aviation civile.